Quelle est la situation humanitaire au Mali et comment soutenir les personnes les plus vulnérables? C'est le sujet de l'interview de la semaine avec le directeur Pays Mali de l'ONG Action contre la faim, M. Mamadou Diop. Bonjour. Bonjour. Votre organisation mesure que plus de 6 millions de Maliens, donc un quart de la population, ont besoin d'aide humanitaire. Qui sont les personnes les plus vulnérables? Effectivement, ce n'est pas seulement d'ailleurs notre organisation, parce qu'on a la chance d'avoir une coordination humanitaire au niveau du pays, donc partout où nous intervenons, qui nous permet de faire une analyse conjointe. Ces 6 millions-là sont majoritairement des personnes qui sont touchées par les déplacements, donc les déplacements forcés. Ces personnes qui habituellement vivent dans des zones qui sont aujourd'hui touchées par les affrontements entre les groupes armés, donc qui sont obligés de se retrouver dans d'autres zones pour leur sécurité. Et parmi ces personnes, les plus vulnérables, bien entendu, sont les hommes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, en l'occurrence tout ce qui est en lien avec le pastoralisme par exemple, ou qui ont laissé derrière eux leurs champs, mais surtout les femmes et les enfants. Quelle est la situation des enfants? Aujourd'hui, nous quantifions les besoins à 1,6 million d'enfants qui pourraient être victimes de malnutrition dans les mois, dans les semaines à venir. Et pour ce faire, nous essayons d'apporter à ces populations l'aide nécessaire pour leur permettre de faire face à leurs mesures d'adaptation, parce que quand il n'y a rien à manger, elles s'adaptent forcément, et il ne faut pas que ces populations s'adaptent dans le mauvais sens. Il faut qu'elles aient très rapidement, surtout les populations déplacées, les moyens de subvenir à leurs besoins immédiats, et ensuite qu'on travaille avec ces mêmes populations pour leur donner les capacités de subvenir dans le futur à leurs besoins propres. Et comment exactement est-ce que l'aide arrive là où c'est nécessaire? Elle arrive spécifiquement à travers les organisations internationales et les organisations locales. Aujourd'hui, nous travaillons de manière concertée et surtout de manière complémentaire pour nous assurer que nous sommes là où il faut être, parce qu'il y a des zones complètement inaccessibles, il y a des zones sous blocus où les groupes armés interdisent tout mouvement, et dans ces zones-là, nous devons être capables de mener des négociations adaptées pour nous permettre de pouvoir venir en aide à ces communautés-là qui ont besoin d'aide. Et pour ce faire, effectivement, nous avons mis en place des mesures très spécifiques qui concernent ces zones-là. Par exemple, c'est de travailler avec les communautés elles-mêmes. C'est au lieu de venir nous-mêmes essayer d'apporter une aide qui va faire l'objet peut-être de blocage ou de discussion avec des groupes qui occupent ces zones-là, c'est de pouvoir nous assurer que les communautés elles-mêmes ont cette capacité de faire parvenir l'aide à ce niveau-là, et ces communautés aussi vont faire bénéficier de l'aide aux plus jeunes ou aux plus vulnérables. Et souvent, c'est à travers des focus group ou des discussions spécifiques pour que le ciblage soit adapté et surtout pour que les plus vulnérables aient accès à cette aide. Action contre la faim estime que dans les prochaines années, la situation humanitaire risque de s'aggraver. Quels sont les facteurs qui déterminent cette prévision? Alors, aujourd'hui, la situation, elle est très claire, c'est qu'il faut le reconnaître, le pays fait face à des tensions très compliquées en termes de gestion sécuritaire de ces zones-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs groupes armés qui opèrent sur toute l'étendue du pays. Il y a quelques années, on parlait spécifiquement du Nord. Ensuite, on a parlé du Nord et du Centre. Aujourd'hui, c'est tout le pays. Donc ça, c'est un élément très clair pour nous qui rend la situation complexe en termes d'accès, déjà, en termes de sécurité, pour les travailleurs humanitaires qui sont pour la plupart aussi, ou qui deviennent de plus en plus des victimes de ces groupes armés. Et ensuite, nous avons la situation économique de ces zones-là où, lorsqu'il y a des blocus, où il y a des occupations, où que ces communautés se déplacent parce qu'elles ont peur pour leur vie, il n'y a plus de vie économique. Donc, il n'y a plus d'investissement dans ces zones-là pour subvenir à leurs propres besoins. Et le fait qu'il y a moins
de disponibilité en économie ou en nourriture fait que ces communautés sont encore plus exposées aux vulnérabilités. Et après, nous avons le changement climatique aussi qu'il faut voir, que ce sont des zones qui sont depuis plusieurs décennies touchées par des sécheresses ou par des épisodes d'inondations dans certaines zones, surtout ceux qui vivent à côté du fleuve. Donc, pour la plupart de ces populations-là, elles habitent tout le long du fleuve, donc elles sont vraiment exposées à ces crues fortes, ces fortes crues des fleuves, et qui fait que ces communautés sont de plus en plus vulnérables. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Nous avons développé une approche qui est territoriale, une approche intégrée qui permet de justement travailler avec les communautés, leur donner les capacités de pouvoir décider elles-mêmes de ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et avec quels moyens nous devons le faire ensemble. Et ils nous ont dit, mais avec cette approche que vous avez mise en place, nous parvenons aujourd'hui à nous projeter parce que la décision vient de nous-mêmes. Et quand la décision vient de nous-mêmes, on se sent concerné et là on voit qu'on est aidé. Parce que ce sont nos idées qu'on va rendre vie, ce sont nos idées qu'on va développer pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Vous décrivez la situation chronique et dans la lutte contre la faim, il y a des cas d'urgence invisibles. C'est ce que j'ai lu. Décrivez-nous ce que vous entendez par cela. Donnez-nous des exemples. Alors, sur la malnutrition spécifiquement, la question en lien avec la malnutrition est très, on va dire, complexe parce que ce n'est pas une maladie qui vient toute seule, qui arrive, ou une situation nutritionnelle d'un enfant qui arrive toute seule. C'est qu'il y a des causes sous-jacentes. Et c'est sur ces causes sous-jacentes-là qu'il faut agir en amont pour éviter que la situation devienne grave ou se complexifie. Effectivement, les urgences silencieuses que nous avons relevées et qu'elles nous pouvons discuter longuement, l'une des plus latentes, c'est le manque d'eau, la disponibilité en eau, qui fait que ces communautés sont obligées de trouver des moyens d'adaptation, de survie pour faire face à ces besoins-là. Ensuite, effectivement, il y a les maladies hydriques qui posent beaucoup de problèmes et qui rendent la situation complexe de ces enfants-là à un certain niveau. Il y a la disponibilité de la nourriture, donc, qui est elle-même, donc ce qu'on voit quand on parle souvent de malnutrition, pour nous c'est des carences, mais pour beaucoup, la population dans son ensemble pense que c'est un problème de nourriture spécifique, alors que c'est tout autre, c'est tout un système, tous les besoins qui, mis à côté un par un, ne sont pas couverts. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour nous permettre de prévenir la situation de ces communautés, de ces enfants et de ces femmes-là qui sont le plus touchés par la malnutrition. Et quelles conséquences ressentez-vous déjà, peut-être, à l'égard des conflits internationaux, comme actuellement la guerre en Iran? Là, on est en train de ressentir le manque de carburant. C'est vrai qu'il y avait un blocus déjà qui pesait sur le pays, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, le blocage du détroit d'Ormuz, on voit que les prix vont augmenter. Il y a déjà des annonces qui nous préparent à faire face à cette situation-là et surtout à devoir prendre des mesures d'adaptation spécifiques, trouver des énergies ou des alternatives pour continuer à alimenter les hôpitaux, par exemple, ou continuer à être sur le terrain au plus près des communautés. Et de l'autre côté, il y a l'augmentation des prix aussi qu'il faut voir. C'est que c'est des routes de transport, c'est des routes d'acheminement des céréales, de certaines denrées, qui fait que si ces routes sont coupées, on va le ressentir dans les communautés qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas les communautés les plus riches qui vont le ressentir en premier. Ce sera ceux-là qui attendent le reste qui vont les ressentir en premier. Et comment vous vous préparez à ça, vous aussi mentalement et pratiquement? Par exemple, depuis l'année dernière, nous avons commencé à beaucoup travailler sur les énergies renouvelables. Donc travailler avec les aspects, avec l'énergie solaire par exemple, pour alimenter les hôpitaux, pour nous assurer que certaines infrastructures restent alimentées à minima
Et ensuite, travailler aussi sur des adaptations des cultures au niveau local. Par exemple, travailler sur des espèces résistantes qui vont faire face aux aléas climatiques et qui vont pouvoir se développer sur le céréal, par exemple, qui vont pouvoir être développées par les communautés pour au minima avoir de quoi se nourrir à certaines périodes, surtout pendant les périodes de vache maigre, si je peux l'appeler ainsi, ou de soudure, comme on l'appelle communément. Le plus gros du challenge, c'est de pouvoir mobiliser. Parce que pour s'y préparer, il faut constituer des stocks, il faut préparer les communautés, il faut travailler avec les communautés, il faut installer les infrastructures. Et pour ça, on a besoin de mobiliser des ressources, on a besoin de financement, et ça, c'est le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de se redessiner, et les financements sont distillés de manière prioritaire, et peut-être pas forcément les mêmes priorités que nous avons, nous, en tant qu'humains et humanitaires. Je vous remercie, merci beaucoup. Mamadou Diop.